Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter l'étude comparative des indicateurs macroéconomiques entre la France, le Maroc et le Mali. Cet exposé vous sera présenté par Kanté Amadou, Souma Mohamed Lamine et Tamini Tibiri Yves, encadré par M. Ahmed El Ajri. On va maintenant passer au plan. Tout d'abord, on commencera par un rappel des notions macroéconomiques. Ensuite, on fera l'étude des indicateurs macroéconomiques du Mali, du Maroc et de la France. On fera une analyse comparative entre les trois pays et on terminera par l'avis des experts. Directement, on passe au rappel sur les notions macroéconomiques. On fera le circuit économique, la politique budgétaire et monétaire, la croissance économique, le dilemme chômage-inflation, le multiplicateur keynésien et la fonction consommation-investissement. On commence par le circuit économique. Le circuit économique est un modèle qui traduit les relations entre les agents économiques effectuant des opérations sur les différents marchés, savoir le marché des biens et services, marché du travail, le marché financier et le marché monétaire. Il reflète les flux réels et monétaires réalisés entre les agents économiques, qui sont les ménages, les entreprises, l'État et le monde extérieur. Ici, on peut voir un peu les relations qu'entretiennent les différents agents du marché, les ménages qui travaillent au compte des entreprises et en retour les entreprises qui donnent un salaire aux ménages. On peut aussi voir le rôle de l'État, les entreprises qui payent les impôts et l'État aussi qui intervient dans le marché sous forme de subventions et aussi les échanges avec le monde extérieur. Ensuite, on a la politique budgétaire et monétaire. La politique budgétaire consiste à agir sur les dépenses et les recettes de l'État pour réguler la conjoncture et à rechercher les grands équilibres. Quant à la politique monétaire, elle consiste à agir sur l'activité économique par l'intermédiaire de la quantité de monnaie en circulation et du taux d'intérêt. Ici, on a un diagramme qui représente un peu la structure de la politique économique, qui se divise en politique conjoncturelle et politique structurelle. Conjoncturelle est une politique mise en place par l'État durant une durée qui est inférieure à 5 ans. Quant à la politique structurelle, elle est plus grande que 5 ans. Dans la politique conjoncturelle, on a la politique budgétaire et aussi la politique monétaire. Les différents instruments de la politique budgétaire, qui sont la politique de relance, politique de rigueur. Quant à la politique monétaire, on a la liquidité bancaire, le taux directeur et le taux d'échange. Maintenant, on passe à la croissance économique. La croissance économique est définie par l'accroissement de la richesse réalisée au sein d'une économie à travers l'augmentation du niveau de la production nationale. Pour mesurer la croissance, on peut utiliser le produit intérieur brut, le PIB. C'est la valeur totale de la production interne des biens et services dans un pays donné au cours d'une année précise par les agents résidant à l'intérieur du territoire national. On a aussi l'indice de développement humain, l'IDH, qui permet d'évaluer le taux de développement d'un pays. Si l'IDH est supérieur à 0,8, le pays est considéré comme développé. Un IDH compris entre 0,5 et 0,8 est synonyme d'un pays en développement. Et si l'IDH est inférieur à 0,5, le pays est considéré comme sous-développé. On a aussi le multiplicateur keynésien qui permet de calculer la richesse créée par l'injection de X dollars dans l'économie. Il se calcule en fonction de la proportion de la consommation. On y reviendra plus tard. Maintenant, on passe au dilemme chômage-inflation. En période de récession, on constate que les entreprises peuvent facilement répondre à une hausse de la demande globale parce qu'elles disposent de capacités de production.
Sur la figure, on remarque que la quantité de production est limitée. Dans la deuxième figure, à l'opposé, en situation de plein emploi, les entreprises sont incapables d'augmenter les quantités produites, faute de ressources supplémentaires. Par conséquent, les prix augmentent. Ce qui explique la relation négative entre le taux de chômage et le taux de croissance établi par William Phillips. Sur la courbe, on voit que le taux d'inflation et le taux de chômage sont liés de façon négative. Maintenant, on passe au multiplicateur keynésien. L'effet multiplicateur de Keynes décrit le mécanisme par lequel une augmentation des dépenses publiques engendre une augmentation bien plus importante de la richesse globale. Elle est donnée par K égale à 1 sur 1 moins C. C, c'est la proportion de consommation. Lorsque l'État augmente ses dépenses publiques, cela va entraîner une hausse du revenu des ménages et plus de consommation, qui à son tour va amener l'augmentation de la production et l'augmentation de l'investissement au sein des entreprises, qui se traduit par une création d'emplois et donc une augmentation des salaires au niveau des ménages. On passe maintenant pour la fonction consommation et investissement. Selon Keynes, lorsque le revenu augmente, la consommation s'accroît, mais dans des proportions moins importantes parce que les ménages épargnent une part croissante de leurs revenus au fur et à mesure que celui-ci s'accroît. Donc l'épargne est une fonction croissante du niveau du revenu. Donc on a la fonction de consommation grand C qui est égale à petit c multiplié par y plus C0. Avec C, c'est delta C sur delta Y, la proportion à consommer. Quant à la fonction d'investissement, elle est construite autour de la relation inverse entre le taux d'intérêt et l'investissement. Cette fonction peut être représentée par le schéma ci-dessous. Seuls les projets d'investissement dont le rendement net est supérieur à R0 seront réalisés. On a la courbe de l'investissement I qui décroît en fonction du taux d'intérêt. On passe maintenant aux indicateurs macroéconomiques pour le Mali. On va étudier le taux de croissance du PIB, le taux de chômage, le taux d'inflation, les échanges extérieurs et l'indice de développement humain. D'abord, on commence par une brève présentation du Mali. Le Mali, avec 1 241 000 km² et 18,8 millions d'habitants en 2017, est l'un des pays les plus vastes de l'Afrique de l'Ouest. Il est traversé par deux grands fleuves, à savoir le Niger et le Sénégal. Et le Mali est un pays qui est enclavé, c'est-à-dire ne dispose pas de façade maritime. Il partage ses frontières avec plusieurs pays, dont l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Sénégal. Plusieurs langues sont parlées au Mali, dont le Bambara, le Peul, le Dogon et le Soninké. À noter que le régime présidentiel est une démocratie. Maintenant, on passe au taux de croissance du PIB. On va d'abord parler du PIB nominal. On avait déjà fait la définition du PIB. Le produit intérieur brut du Mali est passé de 13 milliards de dollars en 2015 à 17 milliards en 2018. C'est le PIB le plus récent, soit un PIB par habitant de 900 dollars en 2018. Maintenant, on va parler du taux de croissance annuel du PIB. Elle représente la variation relative du volume du PIB en dollars constants entre 2 années et reflète l'augmentation ou la baisse dans le cas d'une croissance négative du niveau de l'activité économique d'un pays. Le graphique représente les différents taux de croissance annuelle du PIB du Mali de 1960 jusqu'à nos jours. On remarque une chute en 2012 à moins 0,84%, puis un redressement à 7,04% en 2014, dû à une stabilité politique avant de baisser en 2018 à 4,9%, actuel taux.
Maintenant, la composition du PIB par secteur. Les secteurs primaires et tertiaires contribuent le plus à la croissance économique au Mali. Ils contribuent en moyenne à hauteur de 38% à la création de la richesse nationale. Quant au secteur secondaire, il contribue à hauteur de 18%. L'agriculture et l'élevage sont les branches qui contribuent le plus au niveau du secteur primaire. S'agissant du secteur secondaire, les branches de la fonderie, de l'agroalimentaire et de la construction sont les plus dynamiques. Pour le secteur tertiaire, les branches du commerce, des administrations, de la télécommunication occupent la partie importante dans la création de la richesse du secteur. Quand on regarde la figure de manière générale, c'est le commerce qui contribue le plus à la formation du PIB au Mali, suivi de l'agriculture et du système administratif. Maintenant, on passe au taux de chômage. On va d'abord définir et donner la population active pour le Mali. La population active est la fraction de la population en âge de travailler, c'est-à-dire entre 15 et 64 ans, pourvue d'un emploi ou en situation de chômage. En 2018, la population active représente 49,95% de l'ensemble de la population. Entre 2007 et 2018, la population active représente moins de 50% de la population totale. À remarquer que ce taux n'a jamais dépassé le seuil des 60%. On passe maintenant au pourcentage de chômage. Le taux de chômage représente 7,22% de la population active en 2019. Ce taux affiche une tendance baissière à partir de 2015. Au Mali, le chômage touche plus les femmes, 58,8%, que les hommes. Le taux de chômage est 5 fois plus élevé à Bamako qu'en milieu rural. Bamako, c'est la capitale du Mali. Le taux de chômage des 15-24 ans se situe entre 10 et 11%. La durée moyenne du chômage est de 5 ans et la grande majorité des chômeurs sont à la recherche de leur premier emploi, soit 81,5%. On passe à la dynamique de l'emploi. Au Mali, c'est le secteur primaire qui emploie 67,7% des actifs occupés. C'est le principal secteur pourvoyeur d'emplois, suivi du commerce avec 14% des emplois. Le reste des emplois se partagent entre le secteur du transport, de l'hôtellerie et de la restauration, ainsi que la communication. Les services de l'industrie offrent peu d'opportunités au Mali. Le secteur privé informel représente plus de 70% dans l'emploi total. Maintenant, on passe au taux d'inflation. L'inflation au Mali dans la zone UEMOA est maîtrisée. Au cours des 5 dernières années, le taux le plus élevé est observé en 2014, 2,7%. En 2018, le taux d'inflation s'est stabilisé à 1,73%. Maintenant, les échanges extérieurs. La balance commerciale du Mali est déficitaire, c'est-à-dire qu'il présente un solde qui est négatif. En effet, la valeur des importations est systématiquement plus importante que celle des exportations. Cette situation résulterait de la faible industrialisation du Mali où le commerce est assez développé, favorisant l'importation des alimentaires et d'équipements. Comme on peut le remarquer, les principales exportations sont l'or et le coton, l'engrais, le bétail et autres. Les principaux produits importés sont les produits énergétiques, dont le pétrole, les produits alimentaires et les biens d'équipement. Maintenant, les chiffres import-export. Ces deux tableaux présentent respectivement les importations du Mali en 2016 et 2017 et les exportations de 2016 et 2017 en milliards de francs CFA. On peut remarquer que chaque fois, le solde est négatif. Les importations sont supérieures aux exportations. Donc, la balance est déficitaire.
Maintenant, on passe à l'indice de développement humain, l'IDH. En 2019, le Mali est classé dans la catégorie des pays à faible niveau de développement humain, avec un indice de développement humain de 0,43 et placé au 184 sur 188 pays. L'IDH du Mali est inférieur à la moyenne pour les pays du groupe de développement humain faible et en dessous de la moyenne de 0,52 pour les pays d'Afrique subsaharienne en 2015. La pauvreté est plus accentuée au Mali, en milieu rural qu'en milieu urbain. On peut voir la valeur des IDH du Mali selon les différentes années et aussi le rang qu'occupe le pays. Ok, maintenant nous entamons la partie concernant le Maroc. Concernant le Maroc, nous allons voir également les différents indicateurs macroéconomiques, à savoir le taux de croissance du PIB, le taux de chômage, le taux de l'inflation, les échanges extérieurs et l'indice de développement humain. Tout d'abord, on va faire une petite présentation du Maroc. Le Maroc est un pays d'Afrique du Nord situé à gauche de l'Algérie. Sa capitale est Rabat et sa capitale économique est Casablanca. Les langues principalement parlées sont l'arabe et le berbère. La monnaie locale est le dirham. Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, est à la tête du royaume de 7000 km², comptant 36 millions d'habitants en 2018. Passons maintenant au taux de croissance du PIB. Le produit intérieur brut du Maroc a connu un accroissement de 24 millions entre 2010 et 2018. En 2018, le PIB marocain était de 117 milliards de dollars, le PIB le plus récent, soit un PIB par habitant de 3000 dollars en 2018. Néanmoins, toutefois, le PIB du Maroc depuis 2014 a connu un ralentissement. Et d'après la Banque mondiale, plutôt, ce ralentissement est dû principalement à la baisse des activités du secteur agricole, mais aussi à une croissance faible du secteur tertiaire, à savoir les administrations et les services. Comme l'indique la courbe, on peut le voir depuis 1960 jusqu'à nos jours, le PIB marocain est dans une tendance haussière. Maintenant, passons à la croissance annuelle du PIB en pourcentage. Voilà. Depuis 2010, on remarque une faible oscillation du taux de croissance annuelle du PIB, entre 5,25% en 2011, c'est la plus haute valeur durant cette période, et 1,06% en 2016, plus faible valeur durant cette période. L'actuel taux de croissance du PIB est de 2,99%, soit 3% en 2018. Comme l'indique la courbe, on voit que la croissance annuelle du PIB en pourcentage est dans un range, c'est-à-dire que ça évolue dans un canal, comme l'indique très bien la courbe, depuis les années 1970 jusqu'à nos jours. Passons maintenant à la composition du PIB par secteur. L'économie marocaine s'inscrit dans un processus de tertiarisation, avec une part dans la valeur ajoutée globale de 56,5% en 2017. C'est-à-dire que l'économie marocaine favorise plus le secteur tertiaire, qui apporte plus de 56,5% du PIB. Quant au secteur primaire et secondaire, il représente successivement 14% et 29,5% du PIB marocain. L'agriculture contribue le plus au niveau du secteur primaire, avec un apport de 91%. En ce qui concerne le secteur secondaire, l'industrie de transformation et les travaux publics occupent la majeure partie. Pour le secteur tertiaire, les administrations publiques, la santé et l'éducation, le commerce participe activement dans la création de la richesse du secteur. C'est ce que résume en fait le tableau qui se situe tout à droite. Dans le secteur, le PIB marocain est plus, le secteur tertiaire apporte plus pour le PIB marocain. Et dans le secteur tertiaire, c'est les administrations publiques, les santé et l'éducation qui ont plus d'impact. Et ensuite, dans le secteur primaire, c'est l'agriculture.
et les secteurs secondaires, les industries de raffinerie. Comme l'indique le tableau avec les différentes données, on a plus de détails. Passons maintenant au taux de chômage. La population active. Depuis 2010, le pourcentage de la population active marocaine est presque stationnaire. En 2019, la population en âge d'activité 15 ans et plus a atteint 26 millions de personnes. Elle représente 65,7% de l'ensemble de la population en 2018. On remarque de manière générale une tendance haussière du taux depuis plus de 40 ans. Effectivement, la population active du Maroc est presque stationnaire. Mais comme on voit, la courbe indique une tendance haussière légère. Ça augmente, mais très lentement. Passons maintenant au pourcentage de chômage. Au niveau national, le taux de chômage est passé de 9,1% au premier trimestre de 2019 à 12,7% au troisième trimestre de 2020. Ce décalage s'explique par la situation actuelle, à savoir la crise de Covid, qu'on a vraiment ressenti sur le taux de chômage. Avec la crise, on a eu beaucoup de pertes de travail. Le taux de chômage est plus élevé. Les taux de chômage les plus élevés sont relevés en particulier parmi les femmes, 14% contre 9,3% parmi les hommes. Les femmes sont plus touchées par le chômage au Maroc que les hommes. Le pourcentage de chômage chez les femmes est de 14,3%, tandis que celui des hommes est de 9,3%. Les jeunes âgés de 15 à 24 ans aussi sont très touchés par le chômage au Maroc ici. Environ 26,8% contre 8,2% parmi les personnes âgées de 25 ans et plus. Donc parmi les personnes âgées de 25 ans et plus, les jeunes sont plus touchés. Les détenteurs d'un diplôme, eux aussi, sont gravement touchés par le chômage au Maroc. Environ 17,8% contre 3,6% parmi les personnes n'ayant aucun diplôme. Maintenant, passons à la dynamique de l'emploi. Le secteur des services emploie 4 millions de personnes, environ 44,9%, suivi de l'agriculture, forêt et pêche avec 3 millions de personnes ou 32,5%. De l'industrie, y compris l'artisanat, eux, ils apportent 1 million de personnes, ils emploient 1 million de personnes, environ 12%, et les BTP, eux aussi, le domaine des BTP, bâtiments et travaux publics, eux, ils emploient 1 million de personnes ou 10,5%. Parmi les 4 millions de personnes exerçant dans le secteur des services, 34,1% relèvent de la branche du commerce, 12,7% des services sociaux fournis à la collectivité et 11,6% du transport, entrepôt et communication. Près des 2 tiers, environ 65,7% des actifs occupés citadins exercent dans le secteur des services et 17,5% dans l'industrie, y compris l'artisanat. En milieu rural, environ 7 actifs occupés sur 10, environ 69,4% exercent dans le secteur de l'agriculture, forêt et pêche. Les professions les plus exercées sont les ouvriers et manœuvres de l'agriculture et de la pêche, avec 19,4% de l'ensemble des actifs occupés, les artisans et ouvriers qualifiés des métiers artisanaux, environ 18,6%, et les manœuvres non agricoles, manutentionnaires, petits métiers, 15,2%. Maintenant, passons au taux de l'inflation. Le taux de l'inflation est maîtrisé au Maroc, comme on le constate déjà avec la courbe. On est toujours dans un range. On évolue, mais on ne déborde pas les deux côtés d'une grande fluctuation. Et l'inflation, c'est ce qui affirment plutôt les autorités monétaires depuis 2 décennies déjà. En fait, cette maîtrise de l'inflation s'explique par la mise en place du PA. Le PA, c'est le plan d'ajustement structurel, qui a été mis en place dans les années 80, exactement en 1984. Et ce plan consistait à la révision de l'ICV. L'ICV, c'est l'indice de coût à la vie. Donc, le Maroc a révisé son ICV et cela a agi directement sur le taux d'inflation de telle manière à être maîtrisé. Maintenant, passons aux échanges extérieurs. La balance commerciale
Les échanges commerciaux au titre des biens enregistrent en fin janvier 2020 un accroissement des importations, plus de 559 millions de dirhams, plus important que celui des exportations, qui ont apporté plus 288 millions de dirhams, ce qui se traduit par une hausse du déficit commercial de 1,7% ou 271 millions de dirhams. Néanmoins, le taux de couverture demeure stable à 59,8%. Comme on le voit sur le tableau de droite, on voit bien que les importations, comparées aux exportations, sont plus fortes. Donc, ce qui entraîne un déficit de la balance commerciale du Maroc. Les données sont très bien répertoriées dans le tableau, comme vous pouvez le constater. Et le taux de couverture aussi est de 59,8%. Maintenant, voyons voir les détails des importations. La hausse des importations de biens est due à l'accroissement des importations de produits énergétiques, environ 871 millions de dirhams, des achats de produits alimentaires, environ 524 millions de dirhams, de produits finis de consommation, 362 millions de dirhams, et des biens d'équipement, 319 millions de dirhams. En revanche, les importations de demi-produits et de produits bruts baissent respectivement de 988 millions de dirhams et 478 millions de dirhams. Les détails sont dans le tableau de gauche. Maintenant, voyons voir les détails des exportations. La hausse des exportations fait suite à l'accroissement des exportations des secteurs suivants: l'agriculture et l'agroalimentaire, 6 608 millions de dirhams contre 6 481 millions de dirhams, soit une hausse de 2% ou 127 millions de dirhams. Le secteur du textile et du cuir, environ 2 900 millions de dirhams contre 2 800 millions de dirhams, soit une hausse de 3,6% ou 102 millions de dirhams. Le domaine de l'aéronautique, 1 300 millions de dirhams contre 1 342 millions de dirhams contre 1 307 millions de dirhams, soit une hausse de 2,7% ou 35 millions de dirhams. Ensuite, le secteur de l'industrie pharmaceutique avec 99 millions de dirhams contre 73 millions de dirhams, soit plus de 35,6%. L'automobile, 7 000 millions de dirhams, 7 023 millions de dirhams contre 7 018 millions de dirhams, soit une petite hausse de 0,1% ou 5 millions de dirhams. En revanche, les ventes du secteur des phosphates et dérivés du secteur autre extraction minière et celles du secteur électronique enregistrent des baisses respectivement de moins 364 millions de dirhams et moins 109 millions de dirhams et moins 31 millions de dirhams. Passons maintenant à l'IDH, l'indice de développement humain du Maroc. La valeur de l'indice de l'IDH du Maroc pour 2019 s'établit à 0,686, ce qui place le pays dans la catégorie de développement humain moyen. Comme l'a bien cité mon camarade Tio, avec cette valeur de l'IDH, le Maroc se classe parmi les pays en voie de développement. Et on le voit bien que le Maroc est au 121e rang parmi les 189 pays et territoires. Entre 1990 et 2019, l'IDH du Maroc a progressé, passant de 0,457 à 0,686, soit une hausse de 50,1%. Entre 1990 et 2019 toujours, l'espérance de vie à la naissance au Maroc a augmenté de 11,9 années. La durée moyenne de scolarisation a augmenté de 3,4 années et la durée attendue de scolarisation a augmenté de 7,2 années. Toutes ces données sont répertoriées dans le tableau ci-dessous. De 1990 à 2019, on voit bien
les différentes évolutions de l'espérance de vie à la naissance, de la durée attendue de scolarisation, de la durée moyenne de scolarisation, du RNB, c'est-à-dire le revenu national brut par habitant en dollars, et finalement, on a la valeur de l'IDH. On voit également l'évolution de la valeur de l'IDH depuis 1990 à 2019. Voilà. Je laisse la parole à mon camarade pour la suite. Voilà, bonjour. Maintenant, on va passer à la France. Après avoir suivi les deux présentations, c'est-à-dire pour mon camarade Kanté Amadou, après Yves Tamini, maintenant, moi je suis Souma Mohamed Lamine, je vais vous présenter en fait la France, les indicateurs macroéconomiques de la France. Donc, les grands points à débattre ici seront non seulement sur le taux de croissance, le PIB, le taux de chômage, le taux d'inflation, l'échange extérieur et l'indice de développement humain. Donc, je vais vous faire en fait une brève présentation de la France. La France est un pays d'Europe de l'Ouest, disons avec une superficie de 551 695 km² et partageant des frontières également avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, Monaco, l'Espagne et l'Andorre. Elle est divisée en fait en 96 départements métropolitains regroupés en 22 régions. La langue officielle de la France est bien sûr le français, mais on y parle également l'alsacien, le breton, le catalan, l'occitan, le basque et le corse. Sa population actuelle est de 67 millions d'habitants. Donc, c'est les dernières données de 2020. Elle est la première nation visitée au monde. Donc, on peut dire que c'est le pays le plus visité, accueillant environ 89 millions de touristes en 2017. On passe maintenant au taux de croissance du PIB de la France. Le produit intérieur brut de la France vaut en 2018 2 778 milliards de dollars. Le PIB le plus récent. La France qui occupe ainsi sa 6e place mondiale selon le PIB, derrière les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Allemagne et le Royaume-Uni, avec un PIB par habitant de 45 775 000 dollars en 2018, soit le 23e rang. En fait, on sait que le taux de croissance du PIB, en quelque sorte, ça mesure l'évolution du PIB d'une période à une autre. Donc en 2018, ils ont dit que le PIB de la France était de 2 778 milliards. Et en volume, on peut le convertir que c'est équivaut à 1,72% en volume. Donc, après une année qui a suivi en 2019, le PIB de la France était de 2 715 milliards de dollars, soit 1,5%. Donc on voit une diminution. En fait, concernant aussi le PIB par habitant, en quelque sorte, c'est la valeur du PIB divisé par le nombre d'habitants. Donc, il est utilisé pour mesurer approximativement le revenu par tête. Et on voit que le PIB par habitant de la France en 2018 était de 45 775 000 dollars en 2018. On dit que d'après le PIB, la France est classée en quelque sorte comme la 6e puissance mondiale. Donc le PIB permet également de faire des classements entre les nations. Donc on passe maintenant aux croissances annuelles du PIB. L'évolution du PIB de la France en moyenne décennale de 1950 à 2016. On voit que l'évolution en pourcentage du PIB en volume d'une année à l'autre a suivi une tendance généralement à la baisse depuis 1950. Le taux de croissance actuel est de 1,72% en 2018. Donc, on va voir en fait l'évolution de ce graphe. On voit en quelque sorte une tendance qui est à la baisse. Par exemple, quand on essaie d'analyser un peu cette courbe, on voit que le PIB de la France entre 1950 à 2016 fait apparaître une nette tendance au ralentissement sur les 60 dernières années. Le taux de croissance moyen part ainsi de 5,9% au cours des décennies 1960
à 4,1% dans les années 1970. C'est cependant la décennie 1980 qui voit qu'on voit en fait le véritable décrochage de la croissance française. Entre 1980 et 1989, cette dernière n'atteint plus que 2,4% en moyenne. Et les décennies 1990, on voit plus de 2% et 2000, plus de 1,4%. Donc, on remarque que c'est ce qui confirme le ralentissement du rythme de la croissance. On passe ainsi à la composition du PIB par secteur. L'économie française est principalement une économie de services. Le secteur tertiaire représente 79,7% de la valeur ajoutée, soit 1385 milliards d'euros. C'est le secteur qui contribue le plus à la croissance française, tandis que le secteur primaire, c'est-à-dire l'agriculture, la pêche, etc., ne représentait que 2,2% du PIB français en 2008, et le secteur secondaire, essentiellement l'industrie. Le secteur secondaire représente donc 20,6% du PIB en France en 2006. Donc on voit en quelque sorte dans le graphe qui est à droite ici, les valeurs qu'on vient d'expliquer. L'évolution, c'est-à-dire la composition du PIB par secteur, dont on voit l'agriculture qui est représentée en bleu et l'industrie qui est représentée en bleu foncé et aussi les services qui sont représentés en gris. Donc on voit que c'est le secteur en fait tertiaire qui domine le plus. On passe maintenant au taux de chômage. La population active, on va essayer de définir. En 2017, selon l'enquête emploi du Bureau international du travail, BIT, la France comptait environ 2,8 millions de chômeurs, soit un taux de 9,4% de la population active. En moyenne, sur le quatrième trimestre 2018, le taux de chômage au sein du BIT, comme on vient de dire, Bureau international du travail, était de 8,8% de la population active en France. Donc on dit que son plus bas niveau depuis début 2009. Ce qui veut dire depuis début 2009, en fait, c'est en 2018 on a remarqué le plus bas niveau du taux de chômage. Il baisse de 0,3 points après une stabilité au trimestre précédent. Donc d'après le graphe qui est à droite, on voit bien l'explication de ces chiffres. Par exemple, si on prend l'année 2008-2009, au quatrième trimestre, c'était de 7,8%. Donc, au quatrième trimestre de 2009, on a vu que ça a monté de 9,5%. Après, au deuxième trimestre de 2011, on a vu une diminution à 9,1%. Et en 2013, au deuxième trimestre de 2013, on voit une augmentation à 10,4%. Et au deuxième trimestre de 2015, une légère augmentation à 10,5%. Et au premier trimestre de 2019, on voit que ça a diminué beaucoup plus à 8,7%. Maintenant, on va essayer maintenant de partager ces chômages-là. Le pourcentage de chômage, c'est-à-dire par sexe, par âge et aussi par le niveau de diplôme. Au troisième trimestre 2020, le nombre de chômeurs au sens du BIT atteint 2,7 millions de personnes en France, en hausse de 628 000 personnes, soit un taux de chômage de 9% de la population active. Il se situe à 0,9 points au-dessus de son niveau d'avant-crise sanitaire au quatrième trimestre 2019. Donc la répartition du taux de chômage. D'après le graphe qui est à gauche ici, on a essayé de répartir le taux de chômage en tranches d'âge et aussi on va essayer de parler aussi concernant le sexe. On voit que le taux de chômage des jeunes en 2019 atteint 19,6% en moyenne sur l'année chez les 15 à 24 ans, contre 7,8% chez les 25 et 49 ans et 6,3% chez les 50 ans ou plus. Donc on voit que en quelque sorte, chez les jeunes de
15 à 24 ans, le taux de chômage est beaucoup plus élevé par rapport aux autres, à ceux de 25 à 49 ans, dont le taux est de 7,8%, et 50 ans et plus, dont le taux est de 6,3%. Dans l'ensemble, 8,4%. Mais on remarque que c'est chez les jeunes le taux de chômage est beaucoup plus élevé. En 2019, le taux de chômage des hommes, 8,5%, est très proche de celui des femmes, 8,4%. Donc en 2019, la France comptait beaucoup plus de chômeurs chez les hommes que chez les femmes, avec une légère différence. Le taux de chômage est plus élevé pour les moins diplômés. En 2019, il atteint 15,5% pour les actifs ayant au plus le brevet des collèges, contre 5,1% pour ceux diplômés du supérieur. Donc on remarque aussi qu'en 2019, en fait, la France, parmi les chômeurs, donc on avait aussi les moins diplômés qui étaient beaucoup plus touchés par rapport à ceux qui sont diplômés. Le dynamique de l'emploi. Bon, avant de passer aux dynamiques de l'emploi, on va essayer un peu d'expliquer pourquoi en fait le chômeur des jeunes est un peu plus élevé par rapport aux autres tranches d'âge. Donc cette différence s'explique en partie par un effet de composition de la population active. Donc on voit bien que la population active, c'est les jeunes qui sont beaucoup plus par rapport aux autres tranches d'âge. Entre 15 et 24 ans, peu de jeunes aussi sont actifs et parmi eux les moins diplômés. Donc tout cela explique en quelque sorte le taux de chômage élevé chez les jeunes. Donc le dynamique de l'emploi. En 2017, parmi les personnes en emploi, 13,8% travaillent dans le secteur d'activité de l'industrie, 6,5% dans la construction, 2,6% dans l'agriculture et 75,9% dans le secteur tertiaire. Donc la part du secteur tertiaire est de 87,5% pour les femmes et de 65,2% pour les hommes. Donc cet écart s'explique essentiellement par la forte présence des femmes dans l'enseignement, la santé, l'hébergement médico-social et l'action sociale, ou encore les services aux ménages qui emploient à eux seuls 41,7% des femmes. Donc on a vu qu'en 2017, parmi les personnes qui travaillent, donc c'est dans le secteur tertiaire, on voit le secteur tertiaire qui emploie beaucoup plus de personnes, avec un taux de 75,9%. Et dans ces secteurs tertiaires-là, on a vu que c'est les femmes en fait qui sont beaucoup plus employées, plus que les hommes. Et cela s'explique par leur implication dans l'enseignement, la santé, l'hébergement médical, l'action sociale ou encore les services de ménage. Donc dans le tableau à droite, on peut voir un peu ces valeurs. Quand on prend par exemple l'agriculture, dans l'ensemble, en milliers, donc le nombre est de 698, le pourcentage est de 2,6, donc la répartition entre sexes, c'est 1,6% chez les femmes contre 3,5% chez les hommes. Et la répartition en fait en tranches d'âge, quand on prend les jeunes de 15 à 24 ans, on remarque qu'ils ils représentent 2,5%, tandis que les 25 à 49 ans représentent 2%, les 50 ans ou plus représentent 3,8%. Donc l'agriculture est beaucoup plus pratiquée selon l'âge par les hommes, et selon le sexe par les hommes, et selon l'âge par les 50 ans ou plus. Donc ainsi de suite. Quand on prend aussi le secteur tertiaire, dans l'ensemble, on voit que c'est beaucoup plus. Quand on essaie de diviser par sexe, par exemple, on voit que les femmes représentent 87,5% contre 65,2% chez les hommes. Et la répartition par tranche d'âge, on voit que les 15 ans, entre 15 et 24 ans, ils représentent 73,7%, tandis que les 25 et 49 ans représentent 76,1% et les 50 ans ou plus représentent 76,2%. Donc ainsi de suite, dans ce tableau, on a les différents détails.
On passe maintenant au taux d'inflation. En France, l'année 2019 se termine avec une inflation de 1,4% au mois de décembre. Sur l'année complète, l'inflation moyenne est de 1,1%, un peu plus basse que ce qu'avaient pronostiqué les spécialistes. Donc, avec la courbe qui est à gauche, on voit un peu l'évolution du taux d'inflation de la France. L'inflation, par exemple, quand on remarque l'allure de la droite, on voit que il y a en fait on dirait que ça suit une oscillation, mais c'est en 2009 on voit que ça a baissé le plus, et aussi en 2015. Donc ça prend une tendance haussière en fait. Non seulement c'est dû à quelque chose, saisonnalité. Quand on dit saisonnalité, par exemple, ça peut être en quelque sorte des perturbations. Il peut y avoir par exemple des problèmes, soit des récessions ou quoi, ou autre. Donc en 2009, on avait remarqué qu'il y avait une crise, et aussi en 2015. Donc on voit un peu cette explication ici. De 2009 à 2012, l'inflation n'a dépassé le seuil de 2% en moyenne sur une année qu'à 5 reprises: 2003, 2004, 2008 et 2011, avec des causes extérieures en général bien identifiées, telles que les variations des conditions climatiques. Donc c'est ce que j'expliquais ici. Par exemple, ce que je disais en fait, c'est comme si des saisonnalités, des problèmes qu'on rencontre par période en fait. Donc des conditions climatiques, le produit alimentaire frais en 2003, 2004 et 2008, et l'environnement géopolitique, produits pétroliers en 2008 et 2011, ou des décisions de santé publique tabac. Par ailleurs, l'inflation a quasiment stagné en 2009, 2015 et 2016, avec à chaque fois un effet prépondérant du repli des cours internationaux de matières premières, notamment du pétrole. Les essences extérieures, la balance commerciale. En 2020, les exportations poursuivent leur rétablissement. Elles remontent ainsi à 91% de leur niveau moyen de 2019, plus de 3 points par rapport à septembre. Les importations restent stables à 92%. La progression des exportations conjuguée à la stabilité des importations diminue sensiblement le déficit de 1,0 milliard d'euros, qui atteint le niveau moyen mensuel de 2019, soit 4,9 milliards d'euros. Donc dans le tableau, on voit en quelque sorte la balance commerciale, le taux de couverture, la balance commerciale en valeur, le taux de couverture en pourcentage, et la balance commerciale en pourcentage du PIB. La balance commerciale, d'abord, c'est quoi? La balance commerciale, c'est une composante en fait qui mesure en quelque sorte le solde commercial du pays. C'est la différence entre les exportations et les importations. Donc on voit bien que la balance commerciale peut prendre en général trois valeurs. Quand, quand les exportations sont supérieures aux importations, la balance commerciale, le solde commercial est positif. On dit que le pays en fait exporte beaucoup plus qu'importe. Donc quand c'est le contraire, c'est-à-dire que les importations sont supérieures aux exportations, on voit que la balance commerciale est négative. Et les importations peuvent être égales aux exportations. Donc on remarquera dans ce cas une balance commerciale nulle. Chiffre import-export. Donc on voit en France ici l'historique de l'évolution des imports et exports de la France de 2009 à 2019. Donc quand on prend par exemple 2019, la France importait 584 682,5 millions d'euros.
avec une importation de 24,10% du PIB. Et tandis qu'en 2009, c'était de 404 097,8 millions d'euros, avec une importation par PIB, en pourcentage de PIB de 20,87%. Donc, avec la courbe qui est à droite, on voit en fait une tendance croissante des importations, tandis que les exportations aussi, on voit en même temps euh, une tendance croissance, mais après 2010, on a remarqué en fait une baisse des exportations. On passe maintenant à l'indice de développement humain, l'IDH. En 2019, l'indice de développement humain de la France s'élève à 0,901, la plaçant au 26e rang du classement mondial de l'IDH. À titre de comparaison, en 1990, l'indice de développement humain de la France s'élevait à 0,779. Donc on voit que par rapport à 2019, il y a une augmentation. Donc quand on remarque en quelque sorte l'évolution en fait de l'indice de développement humain de la France et le classement qu'occupait la France de 2009 à 2019, dans ce tableau on peut remarquer cela, ces valeurs. En 2009, l'indice de développement humain était de 0,876, donc plaçant ainsi la France au 25e rang mondial. Après cela, quand on prend 2010, c'était de 0,879, toujours au 25e rang. Maintenant, en 2019, c'est allé de 0,901, plaçant ainsi au 26e rang. Donc, on voit une légère augmentation de la droite de la courbe d'évolution de l'indice de développement humain. Donc, on a fini maintenant avec la France. Maintenant, on va essayer de faire maintenant une analyse comparative entre ces trois pays, le Mali, le Maroc et la France. En quelque sorte, on a choisi les trois pays parce que il était beaucoup plus mieux de choisir non seulement un pays développé, la France, un pays en voie de développement, le Maroc, et un pays sous-développé, le Mali. Donc, on va essayer maintenant après l'étude comparative d'abord des indicateurs macroéconomiques de chaque pays, on passe maintenant à une analyse comparative entre les trois pays. Donc l'étude là va concerner en fait les indicateurs pour les trois pays, mentionner et expliquer les points en commun, dégager et analyser les divergences. On commence avec l'indice et le taux de chômage. On a remarqué qu'en 2019, le taux de chômage du Mali était de 7,22%, celui du Maroc était de 9,2% et de la France était de 8,175%. Donc en comparant les trois valeurs, on remarque que c'est le Maroc en 2019 qui a eu beaucoup plus de chômeurs, parce que c'est le Maroc qui a le taux de chômage le plus élevé. Après, se suit maintenant la France avec 8,175%, vient ainsi le Mali 7,22%. Donc, en ce qui concerne le taux de chômage, on ne remarque qu'une différence significative entre les trois pays. À noter que ces taux ont été établis avant la crise sanitaire liée au Covid-19 qui a entraîné une hausse du taux de chômage dans chacun des pays. Exemple, au Maroc, en 2020, on a eu un taux de chômage de 12,7%. Ainsi, le Mali, le Maroc et la France ont un taux assez moyen comparé au Japon qui représente l'un des plus faibles taux de chômage au monde, avec 2,4% en 2019, ou à l'Ouganda, l'un des pays où le chômage est très accentué, 29% début 2019. Donc on passe aux essences extérieures. La balance commerciale du Mali et du Maroc sont fortement déficitaires. Quand est-ce la balance commerciale est déficitaire? C'est quand les importations sont supérieures aux exportations. Parce qu'on a dit que la balance, en fait, c'est la différence entre les exportations et les importations. Donc, la balance commerciale du Mali et du Maroc sont fortement déficitaires et représentent négativement un pourcentage élevé de leur PIB respectif. Les deux pays ne représentent donc pas une grande différence à ce niveau. Si le Maroc a enregistré un solde commercial positif trois fois contrairement au Mali. Le cas de la France. En ce qui concerne la France, le solde commercial fait une oscillation
comme on avait vu précédemment avec une oscillation entre un solde négatif et un solde positif, contrairement au Mali, au Maroc, où le solde est toujours négatif, c'est-à-dire les importations sont toujours supérieures aux exportations. Et aussi la France représente un faible taux de déficit. En effet, le plus grand déficit pour la France représente moins 3% du PIB. Représente moins 3% du PIB du Mali, qui est de moins 27%, et du Maroc, qui est de moins 20%. Une petite explication. Par exemple, en 2014, le solde de la balance commerciale de la France était déficitaire. Voilà, c'est pourquoi on dit que la France représente un faible taux de déficit. Donc, quand on passe maintenant au produit intérieur brut, la plus grande différence au niveau des indicateurs se fait au niveau du PIB, le produit intérieur brut. En effet, la France surclasse les deux autres pays en termes de croissance économique car son PIB représente plus de 20 fois le PIB des deux pays additionnés. Donc plus de 150 fois celui du Mali et 23 fois celui du Maroc. Donc en comparant les deux pays, déjà avec le classement mondial, on a vu que la France était placée comme 6e puissance mondiale. Donc en comparant la France, on voit que la France est un pays développé par rapport au Maroc qui est un pays en voie de développement et de plus par rapport au Mali qui est un pays sous-développé. La différence reste aussi énorme entre le Mali et la France. En effet, le PIB marocain vaut plus de 6 fois celui du Mali, qui représente le plus faible PIB parmi les trois pays, car il est considéré comme un pays sous-développé. On passe maintenant à l'indice de développement humain. L'indice de développement humain, dans ce tableau, on peut remarquer que la France, en fait, est classée comme 26e avec l'indice de développement de 0,891 en 2018, tandis que le Maroc était placé 121e avec 0,676 avec une valeur de 0,676, tandis que le Mali était placé 184e avec une valeur de 0,427. Donc en prenant l'année 2018, on voit que c'est la France qui occupait la meilleure place par rapport aux deux autres pays en termes d'indice de développement humain. Après la France vient maintenant le Maroc et le Mali qui suit. Donc on a fini avec l'analyse comparative des trois pays. Maintenant on va vous parler de l'avis des experts concernant les indicateurs macroéconomiques, non seulement du Mali, du Maroc et de la France. Donc on va vous dire qu'en pensent les experts. Mais d'abord, je vais vous dire, on a pu avoir l'aide de 3 experts parmi tant d'autres. Donc on a eu un expert malien, dont il a été l'un des ministres du Mali. Après, on a eu 2 experts marocains. Voilà, maintenant on passe à l'expert malien. Kanté. Oui, notre premier expert répond au nom de M. Moussa Mara. Comme mon collègue l'avait expliqué, il était ancien premier ministre du Mali et a une formation d'expert comptable. La première question qu'on a eu à l'adresser, c'est, selon vous, le Mali est-il un pays sous-développé, en voie de développement ou développé? Et pourquoi? Il nous a répondu que le Mali est un pays sous-développé car une proportion importante de sa population ne dispose pas de suffisamment de revenus pour vivre dignement et faire vivre dignement ses proches. Une partie importante des Maliens ont encore besoin d'autres pour manger à leur faim. Plus de 2 millions chaque année, soit 10% de la population au moins. Se soigner, aller à l'école, disposer d'eau et d'électricité. Il n'est pas en voie de développement car il est fragile et susceptible de connaître des reculs importants dus aux chocs extérieurs ou aux crises intérieures. La deuxième question, sur le plan économique, pourquoi le Mali peine à s'en sortir? Que doit faire l'État?
Le Mali peine à progresser économiquement car il n'arrive pas à réunir les fondamentaux nécessaires et suffisamment longtemps pour amorcer un progrès durable. Confiance de la gouvernance, mobilisation de l'administration dans une direction, disponibilité des facteurs productifs ruraux, sécurité foncière, disponibilité de capitaux, intrants, compétences producteurs, énergie, infrastructures de transport, de conditionnement, de transformation, ressources humaines qualifiées. Les éléments de diagnostic montrent ce que l'État doit faire. La troisième question, comment expliquez-vous la différence entre le PIB par habitant du Mali et celui du Maroc? Il explique que plusieurs facteurs peuvent expliquer cela. La vision et la stabilité dans la conduite de cette vision, une administration plus efficace, l'accès à la mer et à la proximité géographique avec l'Europe, le niveau d'éducation et de formation, l'insertion plus forte dans les valeurs ajoutées internationales notamment. La question 4. Pourquoi le nombre de chômeurs ne fait qu'augmenter au fil du temps? Et que proposez-vous pour diminuer au maximum ces chiffres? Les insuffisances du dispositif de statistiques font que les chiffres de chômage sont peu fiables dans nos pays de manière générale. On devrait d'ailleurs parler de sous-emploi et non de chômage dans notre pays, car une bonne partie des chômeurs exercent une activité au Mali, même si elle n'est pas suffisamment rémunérée. Pour résorber le chômage, il faut élargir les bases productives du pays et travailler sans doute sur la démographie, mais aussi sur le système éducatif et la formation professionnelle. La question 5. Quelle politique économique pensez-vous que le Mali doit adopter pour faire face à la crise sanitaire actuelle, tant sur le plan budgétaire que monétaire? Il faut noter que le Mali a été peu impacté par la pandémie, y compris sur le plan économique, comparé à d'autres. Plusieurs volets d'action doivent cependant être envisagés. Les mesures sociales pour les plus faibles et pour les très petites entreprises, versement de subventions, distribution de produits de première nécessité. Les mesures fiscales pour les entreprises, les mesures économiques plus solides pour les entreprises de manière générale et celles qui sont plus impactées, à savoir les hôtels, les restaurants, transporteurs, événementiels. La question 6. Bien que le Mali ait un déficit budgétaire, l'endettement de l'État est-il la meilleure solution, sachant que cela pénalisera les générations futures? Selon M. Moussa Mara, personne ne s'endette de gaieté de cœur. Les États y ont recours car n'ayant pas beaucoup de choix. On en aura besoin encore et encore, et cela risque de nous pénaliser à moyen terme, car la dette n'est même plus à long terme, mais à 5 à 6 ans. Maintenant, et avec des taux de 6% contre moins de 1% quand c'est concessionnel. Cependant, à côté de l'endettement, nous devons faire des efforts importants pour accroître nos recettes fiscales et diminuer nos dépenses de fonctionnement. La question 7. En admettant avoir un budget suffisant, la répartition budgétaire du Mali est-elle apte à répondre aux défis de la croissance économique? Non, car elle est orientée sur l'administration et sur le fonctionnement de nos choix d'investissement ne sont pas optimaux avec des ressources de financement pas forcément appropriées. Nous devons orienter davantage le budget vers l'investissement et l'investissement productif. Nous devons également mieux gérer nos ressources et particulièrement nos exemptions de taxes qui ne sont pas quelquefois données de manière appropriée et pour soutenir des secteurs prioritaires. Nous devons améliorer enfin l'efficacité de la dépense, lutter contre les mauvaises pratiques. La dernière question qu'on a posée à M. Moussa Mara, d'une manière générale, quelles actions pensez-vous que le Mali doit entreprendre pour s'épanouir économiquement? Sa réponse a été améliorer sa gouvernance et son leadership, agir dans le cadre de visions qui dépassent un mandat présidentiel et qui lient l'ensemble de l'administration et du pays, la création de richesses, la consommation interne de nos productions, la connexion aux chaînes de valeur régionales et internationales doivent être priorisées. Il est possible de s'engager dans cette direction, même dans le contexte sécuritaire actuel. C'était les questions qu'on a pu adresser à l'expert malien. Ok.
Deuxième expert que nous avons contacté est Monsieur Nabil Bouzambou, un cadre supérieur chez le Haut Commissariat au Plan. En fait, Monsieur Nabil Bouzambou était au préalable au niveau de la section de recherche. Mais actuellement, il occupe un poste au niveau du service de statistique. La première question que nous avons pu poser à M. Bouzambou était celle de savoir, selon vous, le Maroc est-il un pays sous-développé, en voie de développement ou émergent? Et sur quel aspect étayez-vous votre réponse? La réponse a été la suivante. Le Maroc d'avant. Le Maroc d'avant 1960 était un pays sous-développé. Et entre 1980 et 2014, le Maroc était considéré comme un pays en voie de développement. En vérifiant les chiffres sur le taux de natalité, de mortalité et le taux d'accroissement naturel était en fait depuis 1980, l'augmentation des disponibilités alimentaires nationales depuis après 1960, donc en général, on voit l'amélioration et à peu près à tous les niveaux, en tout l'économie. Par rapport à certains pays africains, après l'acquisition de l'indépendance, le Maroc a été le premier rang des pays africains les plus performants, en se plaçant parmi les pays émergents selon un classement annuel des pays africains concernant l'émergence économique. La deuxième question était celle de savoir le PIB marocain est calculé selon quelle approche? Revenu, production ou demande? Sa réponse a été la suivante. Il est calculé selon les trois approches. Puis après, on fait la confrontation de ces trois approches afin d'avoir un PIB parfait, car les données ou chiffres recueillis ne sont pas exacts à 100%. Dans l'approche production, il est calculé à partir de la valeur ajoutée, c'est-à-dire de la différence entre la production et la consommation intermédiaire. Et l'approche revenu met en évidence la répartition de la richesse produite entre les salariés, les entreprises de l'État, tandis que l'approche demande montre comment a été utilisée. Maintenant, la troisième question. Pourquoi dit-on que le Maroc a une économie de plus en plus diversifiée? Et quels sont les secteurs qui influencent de plus cette économie? D'abord, il faut préciser qu'on parle de la diversification de l'économie marocaine, c'est par rapport à la zone africaine. La diversification contribue à réduire les risques. Le Maroc a entamé depuis l'avènement du roi Mohamed VI une politique ambitieuse de réforme économique. En 2017, la croissance des secteurs non agricoles s'est limitée à 2,7% et celle des industries métallurgiques, mécaniques et électriques a chuté de 2,4%. Cette croissance, parfois faible ou en dents de scie, s'explique par la dépendance aux aléas climatiques. Si cette politique a engagé le pays dans la voie de la croissance, le Maroc reste très largement un pays agricole, le secteur clé de l'économie, qui peine à développer son industrie, même s'il constitue l'une des économies les plus diversifiées d'Afrique francophone. Toutefois, une diversification est difficile à réussir dans la mesure où elle implique de gérer de cultures différentes et de maîtriser de nouveaux facteurs de succès. La quatrième question, la qui va à ce soir à la vie de à 2,5% en 2019, contre 3% en 2018. Comment ce ralentissement? Ce ralentissement est principalement dû à la volatilité du secteur agricole et une croissance faible du secteur tertiaire. Cependant, la croissance hors activité agricole était de 3,5% en 2019, et qui diminue grâce à la bonne performance des produits limités du textile. Maintenant,
La cinquième question, c'était celle de savoir. Selon le Haut Commissariat au Plan, le HDP, le taux de chômage a augmenté de 10,5% au premier trimestre, de 20% au premier trimestre de 2020 contre 9,1% en 2019. Et selon la Commission supérieure de planification marocaine, il touche pratiquement les jeunes chez les 15 à 24 ans, les jeunes diplômés. Pourquoi le chômage des jeunes est-il si élevé? Et selon vous, quelle politique d'État et tous les jeunes doivent adopter pour faire baisser ce taux? La réponse a été la suivante. D'abord, cette augmentation du taux de chômage explique la crise sanitaire qui a occasionné l'arrêt de plusieurs activités dans le monde, comme dans les autres pays à travers le monde. Cette différence s'explique en partie par un effet de composition active. Entre 5 ans, peu de jeunes sont actifs et parmi eux, ils sont diplômés plutôt sur le marché du travail. Par ailleurs, quel que soit le niveau de diplôme, les jeunes ont peu d'expérience professionnelle. Or, quel que soit l'âge, l'ancienneté sur le marché du travail est un déterminant essentiel de l'accès à l'emploi. Les jeunes diplômés se lancent à la recherche de leur premier emploi de leur cursus. D'où l'explosion sur le marché de l'emploi mais souvent peu qualifiés. Ils souffrent des défaillances du système éducatif, une inadéquation avec le marché de solution. L'État doit changer les propositions suivantes. Adopter des formations, promouvoir l'apprentissage, encourager la création d'entreprises chez les jeunes, résoudre les problèmes de mobilité, promouvoir le contrat unique car les entreprises favorisent les CDD, les contrats à durée déterminée, afin d'éviter les CDI, contrats à durée indéterminée, et élargir la couverture sociale et médicale. Maintenant, la sixième question, c'était celle de savoir, le commerce extérieur au Maroc se démarque par un déficit structurel. Plusieurs opérateurs économiques pointent du doigt les différents accords de libre-échange conclus par le Maroc comme facteur aggravant ce déficit. Êtes-vous d'avis avec eux? La réponse a été, pour ceux qui croient que le déficit commercial est né avec l'entrée en vigueur des accords de libre-échange, ils se détrompent. Depuis que le Maroc commerce avec l'international, le déficit est omniprésent. Il faut reconnaître que le gap entre les importations et les exportations s'est grandement élargi avec l'activation des différents accords de libre-échange. Le déficit commercial est passé de 30,1 milliards de dirhams en 1998 à 206 milliards de dirhams au terme de 2018, soit un taux d'accroissement annuel moyen de 10,10%. Le déficit marque les relations commerciales du Maroc avec tous les continents sans exception. Ce n'est que ces dernières années que la situation s'est légèrement inversée par la crise. La septième question qu'on lui a posée, c'était l'indice des prix à la consommation a enregistré en octobre 2020 une hausse de 1,3% par rapport au même mois de l'année précédente, selon le Haut Commissariat au Plan. Comment s'explique cette augmentation? Sa réponse a été la suivante. Cette augmentation est due à la hausse de l'indice des produits alimentaires de 2,7% et celui des produits non alimentaires de 0,3%. Pour les produits non alimentaires, les variations vont d'une baisse de 1,2% dans les loisirs et culture à une hausse de 1,8% dans l'enseignement. Donc, c'était là les 7 questions que nous avons eu à poser à M. Nabil Bouzambou. Je laisse la parole à M. Soumou pour le dernier expert. D'accord. Comme vous pouvez le voir sur la photo, la dernière experte c'est Uizal Mourad. Donc elle est ingénieure statisticienne économie chez Banque Al Maghrib. Donc on l'avait contactée et on a pu la poser quelques questions. On a eu des échanges et elle nous a donné son avis par rapport à ces questions. La première question qu'on lui a posée a été de savoir l'agrégat monétaire M3, c'est-à-dire la monnaie au sens large,
relatif au crédit bancaire, qui représente la masse monétaire, avait enregistré une croissance annuelle de 7,7% en novembre dernier, après 7,3% un mois auparavant, selon Banque Al-Maghrib. Donc comment s'explique cette croissance? Elle nous a fait savoir que cette évolution recouvre une progression de 10,6% après 9,8% des dépôts à vue, donc une augmentation des fonds de dépôt effectués par un agent économique. Un agent, ça peut être les ménages ou autres. Après, auprès des banques, une décélération du rythme de progression de la circulation fiduciaire, c'est-à-dire les pièces de monnaie et les billets de tout montant, à 20% après 22,6%, et une accentuation de la baisse des comptes à terme de 12% à 12,9%. Explique Banque Al-Maghrib dans sa note sur les indicateurs clés des statistiques monétaires de novembre 2020. Question 2. Quelle est la politique de la Banque Al-Maghrib pour gérer l'inflation au Maroc? Donc, comme on lui a posé cette question parce que, comme on l'a vu précédemment lors de l'étude des indicateurs macroéconomiques du Maroc, mon collègue avait bien dit que ça fait des décennies que le Maroc arrive à gérer l'inflation. Donc, on a posé cette question à Madame Ouizal Mourad. Donc, elle nous a répondu qu'à l'instar des autres banques centrales, Banque Al-Maghrib appuie aujourd'hui sa politique monétaire sur l'arme des taux d'intérêt à travers la révision régulière de son taux directeur. Le taux directeur, c'est avec le taux que les banques commerciales arrivent à prendre de l'argent au sein de la Banque Al-Maghrib. Donc, Banque Al-Maghrib vise à piloter l'offre de crédit et aussi contrôler la masse monétaire et par conséquent réguler l'activité économique du pays. La troisième question a été de savoir, à l'évidence, la crise sanitaire a bouleversé les chaînes d'approvisionnement mondiales. Quelle incidence sur l'économie marocaine? Ou peut-être quelle opportunité pour l'avenir de l'économie marocaine? Tout à fait. Elle nous a répondu que tout à fait, la rapide progression du Covid-19 et les mesures prises par les États pour endiguer ont fortement perturbé les chaînes logistiques aériennes, terrestres ou maritimes. Cela s'est traduit par une multitude d'opérations économiques, par des ruptures de stock, des lignes de production à l'arrêt faute d'intrants, des contrats suspendus, des déficits de paiement. D'un autre côté, la pandémie de Covid-19 a été aussi une opportunité, surtout pour la stimulation de l'énergie créatrice du peuple, ce qui a permis la production par exemple des masques pour le marché national et mondial et d'appareils de respiration. La quatrième question, la crise sert parfois de leçon. Que doit tirer le Maroc de cette épreuve pour asseoir les bases d'un modèle économique? Quels sont les secteurs prioritaires? Elle nous a répondu que les principales leçons, à mon avis, concernent les points suivants. Renforcer les missions de l'État dans le développement économique, dont le partenariat public-privé, la régularisation du marché, la garantie de l'équité sociale et de conditions de vie dignes pour tous les citoyens. Aussi élargir la couverture sociale et médicale, sécuriser et renforcer au maximum les chaînes de production locales et nationales et réduire leur dépendance à l'écart de l'étranger. Donc ainsi s'achève notre présentation. On vous remercie vraiment pour votre attention ainsi que notre cher professeur. Voilà.